Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 22 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Justine Audebrand. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Justine, vous êtes agrégée d'histoire et doctorante en histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où vous préparez une thèse sur les relations entre frères et sœurs durant le Haut Moyen-Âge, environ de 650 jusqu'à l'an 1000, sous la direction de Geneviève Bureur-Thierry. Et à ce titre, comme vous travaillez sur la période, je vous ai invité aujourd'hui pour parler d'une série qui s'appelle The Last Kingdom. Alors, pour commencer, peut-être, présentez-nous, qu'est-ce que c'est cette série The Last Kingdom, de quoi ça parle, où est-ce que ça se situe? Alors, c'est une série britannique, tout d'abord produite par la BBC puis par Netflix. Il y a 4 saisons, dont la dernière vient juste de sortir le 26 avril 2020. C'est une série qui est adaptée de The Saxon Stories, une série de romans par Bernard Cornwell. Et en fait, on suit les aventures d'Uhtred, interprété par Alexander Draymond. Uhtred, c'est le fils d'Uhtred de Bebambourg, comme il se plaît à le rappeler environ 3 fois à l'épisode. Il dit tout le temps « I'm Uhtred, son of Uhtred ». Mais il est enlevé dès le tout premier épisode par les Danois, comprendre ce que nous on appelle des Vikings, j'y reviendrai sans doute, et il est élevé par un chef danois. Celui-ci est tué au début de la saison 1 par ses ennemis, et ensuite on suit les aventures d'Uhtred, ses errances à travers l'Angleterre du dernier quart du 9e siècle et du début du 10e siècle. L'originalité du scénario, c'est surtout en fait qu'il s'intéresse aussi bien aux quêtes personnelles d'Uhtred, donc venger son père adoptif, récupérer la ville de Bebamber, qui est donc vraiment un leitmotiv du personnage qui en réalité ne prend forme que dans la saison 4 et encore. Et donc on s'intéresse aussi bien donc à ses quêtes personnelles qu'aux luttes politiques du royaume de Wessex et au règne du roi Alfred, qui règne de 871 à 899, puis de son fils, le roi Édouard. Les 3 premières saisons donc couvrent tout le règne d'Alfred, de son accession au trône à sa propre mort. Uhtred se met au service d'Alfred, pas forcément tout à fait de son plein gré, et il aide le souverain dans sa lutte contre les Danois afin de construire une espèce d'Angleterre un peu fantasmée au-delà des frontières du royaume de Wessex qui correspond au sud de l'Angleterre actuelle. Et donc par sa double identité, il est mi-danois, mi-saxon, tout en étant au service d'Alfred, mais toujours proche de sa famille danoise. Uhtred est donc toujours pris entre les deux mondes, entre ces deux allégeances, etc. Et donc, la 4e saison couvre le début du règne d'Édouard, le fils d'Alfred, et la prise de pouvoir de sa sœur Æthelflæd dans le royaume voisin de Mercie. Alors, ce qui m'intéresserait maintenant, Justine, c'est de voir véritablement, on est dans une série historique et vous, en tant que spécialiste, vous avez vu ces séries, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement sur l'ambiance de la série, sur la reconstitution de tout ce qui est fait? Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a bien vu ces dernières années un goût certain pour l'époque viking, dont la dernier avatar est le nouvel Assassin's Creed. Mais le 9e siècle reste encore une période finalement très mal connue du grand public. On a plutôt l'habitude de représentation de la fin du Moyen-Âge, les châteaux forts, les armures en plaques de métal, etc. Et ce paysage, ce n'est pas du tout celui de l'époque de The Last Kingdom, donc au 9e, 10e siècle. Il n'y a pas de château en pierre, il n'y a pas d'armure au sens où on s'imagine. Et donc, tout ça, c'est assez difficile pour les reconstitutions, pour donner quelque chose de réaliste pour les personnes qui vont regarder la série. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes de la série Vikings, où on voit toujours des donjons en pierre qui sont complètement anachroniques. Mais justement, dans The Last Kingdom, et je trouve que c'est le gros point fort de la série, les reconstitutions sont très réalistes. Alors justement, hein, commençons par ça. On voit beaucoup de villes, hein, que ce soit par exemple Winchester, que ce soit d'autres villes, même Peppenburg, vous l'avez dit, qui sont fortifiées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces villes-là? Est-ce que ça correspond à ce qui se fait en Angleterre à la fin du Xe siècle à peu près? Alors oui, tout à fait, les villes fortifiées, c'est ce qu'on appelle des burgs en vieil anglais. C'est pas du tout des grosses murailles de pierre, mais c'est vraiment des fondations en pierre et ensuite pas mal de bois. Et c'est assez visible dans les reconstitutions. Il me semble que les villes sont assez réalistes en fait. Justement, on voit bien que c'est pas des grosses murailles. Et c'est la même chose pour les palais. On voit bien que c'est pas Versailles, c'est complètement normal. Il y a beaucoup de palais qui sont en bois. Par exemple, le palais du roi breton Pérédur à la fin de la saison 1, où c'est un tout petit palais tout en bois. C'est assez réaliste.
Et c'est pareil pour les couvents et tous les autres bâtiments de ce genre. On voit bien que ça reste des petits édifices, qu'il n'y a pas vraiment de clôture et que c'est tout à fait conforme à la réalité du 9e siècle. Et pour ce qui est de la reconstitution de tout ce qui est autour de la guerre, je pense aux armures par exemple, aux épées, est-ce que ça correspond là aussi? Est-ce qu'il y a une vraie réalité historique par rapport à ce que on peut savoir de l'archéologie par exemple? Alors oui, c'est pareil, c'est assez réaliste à ce niveau-là, puisque les armures, on voit que ce n'est pas des grosses plaques de métal comme à la fin du Moyen-Âge, justement. C'est des armures en cuir matelassé, on voit quelques cottes de mailles, mais c'est quelque chose qui est assez cher au Moyen-Âge, donc il n'y en a pas tant que ça. Les boucliers sont des boucliers ronds qui sont assez typiques aussi. Et dans les reconstitutions de la guerre, ce qui me paraît tout à fait intéressant et réaliste, mais qui peut surprendre le spectateur au premier abord, c'est la taille des armées, puisque la plupart des combats mettent aux prises vraiment quelques dizaines de guerriers tout au plus, et nous, ça peut nous paraître un peu ridicule, mais ça correspond plutôt pas mal en fait aux batailles qu'il y avait à cette période-là. Alors justement, hein, vous parliez de faits importants. Il y a de nombreuses batailles qui sont importantes. On y reviendra après quand on reverra peut-être la géographie qui est assez complexe pour des gens qui ne sont pas spécialistes du haut Moyen Âge anglais. Mais j'aurais aimé, pour l'instant, est-ce que vous auriez des détails aussi sur les tenues, par exemple, sur la façon de s'habiller, sur les bijoux? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont là aussi calquées sur la réalité ou peut-être des choses qui ont été retrouvées par l'archéologie et qui ont été reconstituées ainsi par les showrunners? Est-ce qu'on peut trouver des choses comme ça? Alors oui, tout à fait. C'est un exemple qui est assez intéressant et qui m'a beaucoup marqué. Dans l'épisode 4 de la saison 2, on voit Alfred qui demande à son neveu Ethelwald de se rendre dans le nord pour le représenter et il lui remet un petit objet qui doit apparaître comme un signe de sa royauté. Alors vraiment, on voit cet objet qu'une poignée de secondes à l'écran, c'est vraiment juste un seul plan, c'est très très rapide. Et en fait, cet objet ressemble tout à fait à ce que les historiens appellent le joyau d'Alfred. C'est un petit objet, alors on ne sait pas exactement à quoi il servait, mais qui aurait appartenu au roi Alfred si on en croit l'inscription sur son pourtour. Donc on a vraiment ici une attention assez poussée pour la réalité matérielle de l'époque, y compris dans des détails finalement quasiment invisibles. Et dans le même épisode, justement, on voit aussi un jeu qui ressemble à des échecs, même si on nous dit que ce n'est pas exactement des échecs, avec des pièces qui sont aussi tout à fait réalistes et qui correspondent à ce que les archéologues ont retrouvé de cette période-là. Donc là, voilà, il y a des détails très, très petits qui sont bien mis en valeur et assez réalistes. Alors, quand on regarde la série, on voit qu'il y a dans le palais à Winchester une pièce importante, un endroit important pour le roi Alfred, peut-être un petit peu moins pour son successeur dans la saison 4, mais c'est la bibliothèque. Alors, j'aurais aimé maintenant vous poser des questions sur les manuscrits. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que là aussi, cette ambiance de travail bibliothécaire dans un palais, est-ce que c'est bien reconstitué ou est-ce que là, il y a quelques petits anachronismes? Alors, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, dans le sens où on voit surtout dans les 3 premières saisons et à la fin de la 3e, les manuscrits d'une chronique. Alors, il n'arrête pas de parler, le roi Alfred, de la chronique qu'il est en train de rédiger, avec plusieurs gros plans sur les manuscrits. Il y a une reconstitution de l'écriture, enfin, les manuscrits sont assez réalistes, même s'ils sont écrits en latin, alors que la chronique dont il est question est en vieil anglais, mais ça, c'est pas très important. Et cette chronique dont il n'arrête pas de parler et qui est copiée au palais de Winchester, alors on ne sait pas si c'est tout à fait le cas à l'époque d'Alfred, mais en tout cas, c'était le cas sous son fils, donc c'est assez réaliste. C'est ce qu'on appelle la chronique anglo-saxonne. C'est la principale source de la période qui est rédigée à partir du règne d'Alfred et qui relate notamment ses victoires contre les Danois et qui continuait ensuite sous les rois suivants pendant très longtemps. Et on trouve de nombreuses mentions de cette chronique et les scénaristes, en fait, ils l'ont lu et ça se voit. Et notamment parce que dans un épisode de la saison 4, on voit Stura, la fille d'Uhtred, qui lit un extrait de cette chronique au chef viking Sigtrygr. Donc on la voit lire et c'est un vrai passage de la chronique anglo-saxonne qu'elle est en train de lui lire sur un roi ancien. Donc oui, c'est assez réaliste aussi cette bibliothèque. Alors, quand on voit les puissants, hein, ce qu'on pourrait qualifier de nobles, se parler ou s'appeler par leur titre, on est peut-être un petit peu perdu parce que ce sont des titres qui datent de cette époque-là, donc du haut Moyen-Âge, qui ont évolué par la suite vers duc et comte, mais ce n'est pas le cas à l'époque. Et là, il y a aussi une volonté de coller véritablement à la période et non pas d'être anachronique. Oui, tout à fait, puisqu'on voit très bien justement ces aristocrates qui sont appelés ealdormen, qui est le nom qu'ont les ducs et les comtes en vieil anglais. Et dans la saison 3, le fils du roi Alfred, Édouard, est appelé Etheling,
c'est le titre qu'on donne à tous les fils de rois et qui désigne en fait tous les hommes qui peuvent prétendre au trône. Alors c'est vrai que c'est un peu obscur pour le spectateur qui entend parler d'étailing, et d'ailleurs dans la traduction sur Netflix, c'est traduit par héritier ou prince ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit bien que ça a un peu embêté en tout cas les traducteurs, mais là aussi, il me semble que c'est quelque chose d'assez réaliste. Alors enfin, pour terminer sur ce côté réaliste, je voulais voir avec vous, dans l'étude des corps, dans l'histoire des corps, on voit véritablement qu'il y a aussi une volonté de coller à la réalité. Alors on l'a vu un petit peu par les tenues ou par certains objets symboliques, mais aussi, je pense, par le corps lui-même tel qu'il est représenté. On voit des corps de guerriers et ça, je pense que ça a aussi été, par rapport à d'autres séries, une volonté de coller à la réalité. Oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, j'ai l'impression, dans d'autres séries. On voit des gens se faire blesser, et un épisode après, il n'y a plus qu'une toute petite cicatrice et plus rien du tout au bout de 2 épisodes. Et là, en fait, on voit pas mal de guerriers avec des vraies cicatrices, des grosses cicatrices, y compris sur le visage. Et même outre, on a plusieurs et on les voit au fur et à mesure de la saison. Et je trouve que c'est assez intéressant dans l'attention qui est portée au corps. Et donc, en fait, dont on voit que, bah oui, la guerre et la vie du Moyen-Âge laissent des traces sur le corps des gens. Et justement, on le voit aussi dans le châtiment d'Ethelwald, dans l'épisode 7 de la saison 3. Alors, même si, puisque en fait, on lui crève un œil, donc c'est assez gore. Et en fait, c'est pas forcément très attesté pour l'Angleterre de cette période, et pas du tout pour Ethelwald, c'est complètement une liberté fictionnelle. Mais en fait, c'est un châtiment assez typique du 9e siècle pour les princes rebelles, tout particulièrement pour les Carolingiens. Donc, il me semble que ça participe aussi à cette attention au corps d'un effort de réalisme. Alors, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure en introduction, pour celui qui n'est pas du tout spécialiste de l'Angleterre de ce premier Moyen-Âge, on va dire, cette géographie des différents royaumes, on va dire depuis la disparition de l'Empire romain, est assez compliquée. Alors là aussi, les showrunners ont fait un effort, si on regarde attentivement le générique, à représenter ces royaumes, mais ça serait bien peut-être, Justine, pour les auditeurs, que vous fassiez une synthèse de ce que c'est à cette époque-là l'Angleterre, en reparlant aussi des migrations vikings, de tous ces différents royaumes qui se retrouvent face à face les uns aux autres, et finalement que Alfred chercherait, et puis son fils d'ailleurs, Édouard, à unifier. Tout à fait. Alors, pour les anglo-saxons, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le règne du roi Alfred, c'est quelque chose vraiment de fondateur et un peu mythifié, finalement un peu comme nous, Clovis. Enfin, tout le monde connaît le nom, mais sans trop savoir ce qu'il faut mettre derrière. Et pour pas mal pour le grand public, en tout cas, le règne d'Alfred, c'est un peu comme le début de l'Angleterre. Donc, avant cette période, dans ce que nous, on appelle l'Angleterre actuellement, il y a plusieurs royaumes, dont les principaux au IXe siècle sont la Northumbrie, au nord de la rivière Humber, d'où son nom, la Mercie au centre, et le Wessex au sud. Donc, ces 3 royaumes. La Northumbrie, autour d'York, de la ville d'York, est très soumise aux attaques des Vikings au IXe siècle, au point qu'après la bataille d'Ettendon ou Eddington en 878, c'est la bataille qui clôt la saison 1, la grande victoire d'Alfred, est créée autour de York et en Northumbrie le Danelaw. Littéralement, c'est le pays de la loi danoise, qui est une région gouvernée par des dirigeants vikings, même si elle n'a jamais été vraiment unifiée. Et donc, à ce moment-là, il reste, après la prise de la Northumbrie, il reste 2 royaumes dirigés par des anglo-saxons, le Wessex et la Mercie. Alors, la Mercie a un statut pas très clair. C'est un royaume au milieu du IXe siècle, mais on ne sait pas trop si c'est toujours un royaume indépendant ou une région annexée au Wessex sous le règne d'Alfred, ce que traduit tout à fait le personnage détestable d'Ethelred, qui veut être roi, mais qui reste sous le joug d'Alfred, et qu'on voit aussi très bien dans la saison 4, puisque ses fidèles l'appellent roi, ils disent toujours Lord King, alors que tous les gens qui viennent de Wessex l'appellent juste seigneur, Lord, ils ne l'appellent pas roi. Donc on voit très bien l'ambiguïté en fait du statut de la Mercie à ce moment-là. Et donc le Wessex est dirigé par Alfred. Et alors tout au long des 3 premières saisons, Alfred veut unifier l'Angleterre. Alors c'est une vision qui est un peu anachronique. L'Alfred historique, en tout cas, ce qu'il voulait faire, c'était surtout protéger le Wessex des attaques vikings. Et son fils, lui, réunit Wessex et Mercie, et c'est seulement son petit-fils qui unifie tous les anciens royaumes anglo-saxons en un seul. Donc en fait, Alfred n'a jamais vraiment rêvé de l'Angleterre, contrairement à ce qu'il dit dans la série, et ces guerres, c'est surtout des guerres défensives, ce que la série d'ailleurs rend tout à fait, puisqu'il ne va jamais lui-même chercher à étendre les frontières du Wessex, il réagit, il passe plus son temps à réagir aux attaques vikings, aux attaques des Danois, qu'à essayer d'aller lui-même étendre ses frontières.
Alors justement, hein, ce roi Alfred qui est mythifié, vous l'avez dit, un petit peu comme Clovis, même s'il n'a jamais finalement créé ce véritable royaume, c'est son petit-fils qu'on voit d'ailleurs dans la saison 4 Tout à qui fait. apparaît, hein, Athelstan, pardon, qui fera le premier véritable royaume d'Angleterre, donc 2 générations plus tard après Alfred. J'aurais aimé que vous reveniez sur ce règne quand même assez important que l'on voit relativement bien dans la série, à travers notamment, vous l'avez dit, ces nombreuses batailles qui sont importantes dans l'histoire d'Angleterre et qui petit à petit vont sécuriser cette partie sud du royaume pour en faire une sorte de, j'allais dire, place forte qui va peu à peu étendre son influence aux autres royaumes. Oui, alors effectivement, on voit dans l'ensemble l'historique des batailles d'Alfred et la chronique de son règne dans les 3 premières saisons. C'est une histoire politique qui est très bien documentée. Comme je l'ai déjà dit, en fait, on voit que les scénaristes, ils ont lu les sources qui sont produites sous le règne d'Alfred pour reconstituer ses faits et gestes, y compris dans des détails parfois minimes. Il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire à la fin de la saison 1. Alfred se cache dans les marais et à un moment, il laisse brûler des gâteaux que lui demandait je ne sais plus quel personnage de surveiller. Et ça, c'est une légende médiévale qu'on trouve dans les Annales de Saint-Néo, alors qui est une source un peu tardive. Donc c'est vraiment c'est un petit clin d'œil. Donc là, on voit effectivement aussi qu'ils ont bien lu les sources. Alors, les batailles contre les Danois qu'on voit dans la série, il y a tout d'abord Nottingham au début de la saison 1, qui est une bataille en 868, et Tandon ou Eddington à la fin de la même saison, en 878. Alors, c'est la grosse victoire d'Alfred contre la grande armée viking. Ensuite, Londres est reprise par Alfred en 885, Farnham en 892. On voit aussi la bataille de Benfleet ou Benfleet qui est en 894. Et dans la 4e saison, on voit la bataille de Tetton Hall en 910. Donc on voit une chronologie en fait qui est, même si les dates ne sont pas données dans la série, quelqu'un qui va sur Wikipédia et qui veut regarder la chronologie, on a une liste de batailles assez attestée. Tout comme d'ailleurs un certain nombre de personnages historiques. Ça Donc, marche pas très bien à partir de la saison 4, où il y a des prises de liberté qui marchent beaucoup moins bien après la mort d'Alfred. D'ailleurs, il y a eu un changement d'équipe à l'écriture, ce qui a peut-être un lien. Il y a une opposition entre Wessex et Mercie qui est un peu caricaturale, qui est mise comme une espèce de 2 États-nations aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout réaliste. Et on voit une bataille qui n'a absolument jamais eu lieu. On voit les Vikings s'emparer de Winchester. Alors ça, je ne sais pas du tout où ils sont allés chercher. Il y a une bataille à Chester, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a un siège qui, en plus, avec des reconstitutions qui ne sont pas du tout réalistes et en plus d'être narrativement assez discutables. Donc là, il me semble que dans cette saison 4, on s'éloigne beaucoup plus en fait de la chronologie historique et même du réalisme qui était pourtant assez bien fait dans les 3 premières saisons. alors justement, on parlait là aussi d'évolution un petit peu d'éloignement plutôt par rapport à la réalité hein, pour servir les besoins de la fiction. Vous avez raison, j'allais vous poser la question sur la saison 4, vous m'avez devancé, mais je pense qu'aussi il y a d'autres libertés hein, qui là aussi apparaissent, vous l'avez dit, avec le châtiment notamment d'Ethelwald, mais il n'y a pas que ça. Pour resituer un petit peu ce qui se passe, est-ce que vous pourriez nous donner d'autres exemples ? Oui, bah justement, sur Ethelwald, en plus de son aveuglement, toute l'intrigue, et il y a une liberté historique qui est prise, c'est que en fait, Ethelwald, le fils du roi Ethelred, donc qui est le grand frère d'Alfred, en fait, quand son père meurt, c'est un bébé. Et donc, les 3 premières saisons sont marquées par l'antagonisme de plus en plus fort entre Ethelwald et son oncle Alfred, qui l'accuse de lui avoir volé le trône. Et ça, en fait, c'est une liberté historique dans le sens où Ethelwald n'a pas l'âge en fait sous le règne d'Alfred, il n'est pas adulte, contrairement à ce que montre la série. Et donc cette liberté permet en fait, permet de mettre en place une opposition entre l'oncle et le neveu. Mais même s'il y a cette liberté historique, finalement, ça marche assez bien puisque les oppositions entre les oncles et les neveux sont très, très nombreuses en Angleterre à cette période-là, puisqu'il y a une coutume de succession qui est la succession adelphique. C'est-à-dire qu'en fait, on préfère le plus souvent que ce soit le frère du roi qui lui succède plutôt que son fils. Ce qui crée donc toujours des conflits entre le fils du roi qui se fait piquer le trône par son oncle et l'oncle en question. Donc, en fait, finalement, cette liberté historique marche assez bien dans la reconstitution
Et en réalité, Ethelwald se révolte, comme on le voit à la fin de la saison 3, au tout début du règne d'Édouard. Alors là, c'est pas exactement cette chronologie-là. En fait, ils ont juste déplacé un peu la chronologie de la révolte d'Ethelwald. Mais finalement, ça marche pas si mal et c'est assez intéressant dans ce que ça peut permettre de schémas narratifs et de guerre entre l'oncle et le neveu. Alors justement, hein, ce personnage d'Alfred et peut-être son fils Édouard, rapidement, si on peut y revenir dessus, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Parce qu'il apparaît calculateur, avec une sorte de rêve de cette Angleterre qui doit se constituer. Puis Édouard est censé continuer ce rêve-là. On voit que sa mère, d'ailleurs, femme d'Alfred, veut le faire continuer vers ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux personnages-là? Alors, le personnage d'Alfred est effectivement dépeint comme une espèce de manipulateur ambigu. Alors, je trouve que ça marche plutôt bien, c'est parce que les sources de l'époque le décrivent vraiment comme le grand roi, il est pieux, c'est le roi de Dieu, donc c'est le roi qui a toutes les vertus divines, en quelque sorte. Et là, on le voit beaucoup plus manipulateur et c'est j'ai trouvé ça assez intéressant et finalement assez réaliste sur ce que devait être ce personnage probablement pas très sympathique. Et il y a aussi quelque chose qui colle aux sources, c'est sa maladie de ventre à laquelle il fait tout le temps allusion. Il est décrit dans les sources, en particulier dans sa biographie qui est écrite par le moine Nasser, qu'on voit à un moment, comme un roi souffrant. Et en fait, c'est un roi souffrant parce que l'épreuve est voulue par Dieu. Et ça, c'est c'est bien montré dans la série. Et en ce qui concerne Édouard, c'est pareil, le personnage est assez intéressante dans sa volonté à la fois de vouloir se conformer à son père, parce que le règne d'Alfred, dès le tout début du Xe siècle, est déjà un règne considéré comme très important. Donc, il y a certains rois qui veulent se placer un peu dans sa continuité. Ce qui marche un tout petit peu moins bien, c'est la manière dont il dépeigne, j'y reviendrai, ses relations avec sa sœur, notamment parce que on le voit essayer de mettre sa sœur sous le joug et essayer de la garder vraiment sous son aile et de pas faire en sorte qu'elle hérite de la Merci, alors qu'en réalité, la collaboration entre Édouard et Ethelflaed de Mercie a été quelque chose de très important dans la construction de l'Angleterre et quelque chose qui a visiblement plutôt bien marché. On n'a pas de traces de conflit comme on le voit dans la saison 4. Alors, autre fait essentiel de la série, et qui est résumé d'ailleurs à travers, vous l'avez dit, hein, le personnage d'Uhtred, c'est les relations entre Vikings finalement et Saxons, qui s'opposent, mais qui aussi commercent, qui parfois sont curieux l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces deux peuples? Est-ce que vous pourriez les présenter un petit peu plus, et les présenter un petit peu plus peut-être à travers la série, en regardant ce qui est bon, ce qui est vrai, ou ce qui, là aussi, a pu être inventé pour le bien, j'allais dire, de la fiction. Alors, peut-être commencer par les Vikings. Tout à fait. Alors, comme le reste, la série s'efforce d'être assez vraisemblable dans ses représentations, surtout dans les 3 premières saisons et beaucoup moins dans la 4e. Alors, les Vikings, c'est le terme, et ça c'est assez bien, le terme est assez peu employé. On le voit dans l'épisode 1 de la saison 1, pour familiariser les spectateurs sans doute. Tout le monde parle plutôt des Danois. Et ça correspond aux mentalités médiévales, puisque dans les sources, on trouve, pour définir ce que nous on appelle des Vikings, on trouve soit Danois, soit normands. Northmen, c'est les hommes du Nord, et c'est comme ça, ils donneront ainsi leur nom à la Normandie, puisqu'ils s'installeront en Normandie. Ça ne veut pas dire que tous ces hommes viennent du Danemark, qui n'existe d'ailleurs pas en tant que tel à l'époque. C'est un terme générique pour désigner toutes les populations scandinaves de la part des populations du continent qui ne les connaissent pas forcément très très bien. Et les Danois installés en Angleterre à cette période-là viennent principalement du Danemark actuel et du sud de la Norvège actuelle, mais beaucoup ont déjà transité par le continent ou par l'Irlande. Le terme viking, donc, je l'ai dit, est assez peu employé au Moyen-Âge. Ce n'est pas le nom d'un peuple, c'est avant tout le nom d'une activité. Le viking, c'est celui qui participe à une expédition maritime pour s'enrichir. C'est-à-dire que oui, les vikings sont des pirates et des pillards, comme on le voit dans toutes les représentations, mais ce sont aussi, et peut-être même surtout, des marchands. Le terme de viking, c'est donc un terme qui est utilisé par les historiens par convention pour désigner les populations scandinaves qui entrent en contact, violent ou pas, avec l'Europe de l'Ouest entre le 9e et le 11e siècle. Mais ce n'est pas du tout un terme qu'on trouve dans les sources de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant, Justine, de l'autre peuple qualifié dans la série de Saxons? Est-ce que là aussi, ils sont appelés comme ça à cette époque-là, ou est-ce qu'il y a une évolution sémantique dans la façon de les appeler et puis dans la façon de les représenter? Alors, ce qu'on appelle les Saxons, en l'occurrence, c'est aussi un terme qu'on trouve tout à fait dans les sources de cette période-là et que nous, on appelle en fait anglo-saxons.
ce sont les descendants des populations germaniques qui se seraient implantées en Angleterre au cours du 5e siècle, à la fin de l'Empire romain. Alors, c'est une période qu'on appellerait de migration, mais c'est assez mal documenté par les sources, parce qu'il y a très peu de sources écrites de cette période, donc on connaît ça surtout par l'archéologie, mais c'est encore très, très discuté chez les archéologues. Et donc, c'est des populations qui seraient venues du nord de l'Allemagne actuelle, de la Germanie donc, et qui auraient pris le pouvoir et fondé différents royaumes, donc notamment ceux dont j'ai parlé, de Wessex, la Mercie, la Northumbrie, ces royaumes mis à mal par les attaques vikings à partir donc du 9e siècle. Alors justement, hein, on parlait du personnage d'Uhtred et d'autres, on va le voir peut-être un peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas, comme ça, est-ce que la série le montre bien, des passerelles entre ces deux peuples? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas véritablement un antagonisme à 100% entre les deux. Il y a peut-être des mélanges qui peuvent se faire entre eux pour à la fois pacifier, mais aussi peut-être pour des volontés politiques ou commerciales. Comment ça se passe et est-ce que la série le montre? C'est un petit peu tout ce qui est ces relations interpersonnelles entre les deux peuples. Alors oui, la série le montre, et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui change un peu des autres séries qui parlent de Vikings, c'est qu'on voit qu'en fait, des passerelles sont possibles entre les deux peuples, notamment avec Uhtred. Les identités médiévales, et ça c'est un point qui est vraiment très important pour comprendre le Moyen-Âge, les identités médiévales ne sont pas figées. On n'est pas un païen pour toujours. Enfin, c'est le comportement qui fait l'identité plus que l'appartenance à un peuple, et contrairement à ce que nous, on voit aujourd'hui. Et des conversions sont possibles. On le voit avec le viking Guthrum après la bataille d'Ethandun. C'est un fait historiquement avéré. Donc, ce roi Guthrum se convertit et prend le nom d'Athelstan et devient roi dans un ancien royaume saxon. Donc, on voit tout à fait les possibilités de passerelle en fait entre paganisme et christianisme plutôt que l'inverse, et entre finalement quelqu'un qui était considéré comme un Danois, mais qui est par son baptême intégré à la chrétienté médiévale. Et on le voit aussi avec un personnage de fiction, Thura, la sœur d'Uhtred, qui, quand elle se marie avec le prêtre Beoka, devient chrétienne. Et on voit aussi, et ça c'est très intéressant, que chaque peuple est curieux de l'autre. Alfred, malgré son mépris affiché pour les Vikings, essaye de les comprendre, notamment dans la saison 1. Et le roi Guthrum, avant de se convertir, il est curieux des croyances chrétiennes, y compris quand il fait tuer le roi d'Estanglia, Edmond. Alors, il le martyrise comme Saint-Sébastien, c'est-à-dire avec des flèches. Et ce martyr, d'ailleurs, est décrit dans une vie de la fin du Xe siècle. Ce roi est dépeint donc, comme un saint qui refuse de renier le christianisme et est tué pour cela par les Vikings. Donc, c'est ce qu'on voit dans la saison 1 quand le roi Guthrum fait tuer Edmond. Donc, il me semble que c'est quelque chose qui est assez bien fait, notamment dans les 3 premières saisons et beaucoup moins dans la 4e. On voit que finalement, ces identités ne sont pas figées, qu'on peut passer de l'un à l'autre et qu'il ne faudrait pas trop caricaturer les personnages. Alors, j'aurais une question maintenant aussi autour, vous avez évoqué le prêtre Beoka. On voit le prêtre Pyrrhic dans la saison 4 aussi. On est surpris de voir peut-être pour nous, j'allais dire contemporains, des prêtres qui se marient, vous avez évoqué avec Taïra, Beoka, ou qui combattent, comme on peut voir d'ailleurs Beoka ou Pyrrhic tout le long. Alors, est-ce que là, ça aussi, c'est une pratique qui est réelle dans ce haut Moyen-Âge, ou est-ce que là, c'est une liberté fictionnelle ? Alors, le mariage des prêtres est tout à fait attesté pour la période, puisqu'en fait, les prêtres n'ont pas le droit de se marier de manière officielle seulement à partir de la réforme grégorienne, c'est-à-dire c'est un siècle plus tard, c'est à partir en gros du milieu du XIe siècle. Et donc, au début du Moyen-Âge, on a tout à fait des prêtres qui sont mariés et qui ont des familles, et ça pose absolument aucun problème. Alors, pour ce qui est de la guerre, j'ai cherché et j'ai eu plus de mal à trouver. Je ne sais pas exactement si les prêtres combattent comme ça. Il est sûr que les principaux évêques fournissent des armées, vont à la guerre, mais aller à la guerre, est-ce que ça peut vouloir dire participer vraiment au combat ou rester dans les rangs à l'arrière? Ça, c'est plus difficile à savoir. Mais la séparation, en fait, et ça, on le voit bien dans la série, entre le clergé et les laïcs est beaucoup moins hermétique, en fait, qu'elle sera plus tard au Moyen-Âge. Donc oui, les prêtres peuvent se marier et finalement vivent assez souvent d'une manière relativement similaire aux laïcs.
Oui, donc si on vous suit, en fait, hein, peut-être plus que l'identité, j'allais dire, politique, qui est d'être saxon ou danois, ce qui comptait pour certains, c'était l'assimilation à une certaine religion. Et on va peut-être y revenir avec les pratiques danoises, qui sont totalement différentes, bien sûr, hein, polythéistes par rapport aux saxons monothéistes et chrétiens. Mais j'aurais aimé avant ça qu'on s'intéresse à un autre personnage qui est Gutred, pour voir justement ce personnage qui, à mon avis, résume bien cette Angleterre de l'époque, puisqu'on a un personnage qui est dans un entre-deux et qui finalement va osciller entre le paganisme et le christianisme pour ses besoins politiques. Tout à fait. Alors, le personnage de Gutred, il est historiquement attesté. Il est connu par un texte du Xe siècle, un peu légendaire, mais sans doute appuyé sur des faits historiques. Gutred, donc, c'est un païen, comme son nom l'indique. C'est pas un nom c'est pas un nom anglo-saxon. C'est sans doute quelqu'un qui a une ascendance viking. Et il est désigné comme roi à l'instigation de l'abbé Eadred, donc l'abbé de Saint-Cuthbert. Et il prête serment sur les reliques de Saint-Cuthbert. Alors là, c'est un épisode qui est assez incroyable, j'ai trouvé dans la saison 2, puisqu'on voit les moines exhumer le corps de Saint-Cuthbert qui est plus ou moins momifié, conservé, etc. Alors, Saint-Cuthbert, c'est un saint très important du 7e siècle, qui est effectivement attesté, qui a un rôle très important pour les rois anglo-saxons. Et cette exhumation qui nous paraît, nous, un peu dégoûtante, c'est tout à fait représentatif des mentalités médiévales et de la manière dont on conçoit les reliques des saints chrétiens. Et donc, on voit Gutred, qui est un païen, qui prête serment sur les reliques qui sont parmi les plus sacrées pour les anglo-saxons. Et ça, c'est dans un texte médiéval. Donc, on voit effectivement cette perméabilité entre les identités, le fait que les identités ne sont pas figées et que c'est le comportement qui compte. Et qu'on voit tout à fait Gutred qui dit qu'il va finalement se convertir, mais ça va pas l'air très important pour lui, et qui règne à la fois sur des Danois et sur des Saxons. Donc, à la fin du Xe siècle, on a des populations indigènes, donc c'est-à-dire locales, anglo-saxonnes, qui reconnaissent sans trop de problèmes des souverains d'origine danoise, et on voit donc des souverains d'une origine ou d'une autre régner sur des sujets des deux identités, sans que ça pose un problème particulier. Donc effectivement, ce personnage de Gutred est assez intéressant sur ce qu'est l'Angleterre et ce qu'est l'identité médiévale à cette période. Alors justement, quand on vous suit, on comprend bien qu'historiquement, la division manichéenne entre, d'un côté, les gentils saxons et de l'autre, les méchants danois, c'est pas aussi clair que ça pourrait l'être. Pourtant, la série continue quand même à montrer, j'allais dire, les Danois sur un aspect assez négatif. Il y a quasiment pas de personnages positifs, à part la famille d'adoption, j'allais dire, de Uhtred. Les autres, je pense à Knut, par exemple, ne sont pas du tout montrés comme des gens positifs, mais au contraire comme des barbares, j'allais dire, assoiffés de sang. Alors peut-être, à part, vous l'avez dit, hein, celui qui prend Winchester, la fameuse bataille fictionnelle de Winchester dans la saison 4, qui semble être aussi un peu différent des autres. Mais sinon, les Danois continuent quand même un petit peu, je trouve, dans la série, d'être montrés négativement. Oui, tout à fait. Alors, une des choses dommages, en tout cas, c'est qu'on voit qu'il y a eu un effort vraiment de lecture des sources et un effort pour ne pas montrer les Danois tous comme des sauvages, puisqu'effectivement, la famille d'Uhtred est représentée de manière positive, avec plein de choses positives, mais les autres restent quand même effectivement assez caricaturaux. C'est visible notamment dans les pratiques religieuses qui sont décrites comme super violentes, notamment dans la saison 3 avec la sorcière Skade. Alors, c'est un personnage qui est complètement caricatural dans ses pratiques, c'est très sanglant. Enfin, voilà. Il y a une vision des Danois, en fait, qui est, il me semble, celle des sources chrétiennes. Les sources chrétiennes de l'époque qui sont écrites par des prêtres ou par des moines, et ils ont une vision totalement exagérée des Danois qui en fait des sauvages. Et il me semble que c'est ça, en fait, qui est montré. C'est cette manière chrétienne de voir les Danois au IXe siècle. Mais il me semble que ça reste un peu simpliste. On le voit notamment dans le fait que la principale croyance des Danois dans la série, c'est le fait qu'ils vont au Valhalla. Et en fait, ça va pas plus loin dans la description. Et l'opposition religieuse est sans doute exagérée, puisque donc les sources, comme je l'ai dit, sont écrites par des chrétiens. Et parce que ce qui est dommage aussi, c'est que les scénaristes ne mettent pas en valeur les systèmes politiques et judiciaires des Vikings. Ils montrent vraiment juste vaguement qu'ils ont une religion différente, mais sinon ils ont l'air d'être effectivement des barbares, des sauvages, ils n'ont aucune structure centrale. Et ça, c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment pas assez représenté. Et il faut encore une fois noter que l'opposition n'est pas tant ethnique, les Danois sont des barbares parce que ce sont des Danois,
que religieuse. En fait, pour les chrétiens, les Danois sont des barbares parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et alors ça, cette vision caricaturale, il me semble, elle se renforce dans la saison 4, et c'est vraiment, la saison 4 est moins réussie historiquement que les autres, vraiment. On voit notamment Brida qui veut, en quelque sorte, détruire les chrétiens pendant le siège de Winchester. Alors ça, c'est complètement caricatural, c'est complètement exagéré. Et on voit aussi dans cette saison 4 quelque chose qui est absolument pas attesté, il me semble. C'est les Vikings qui déterrent les morts pour faire peur aux chrétiens. Alors ça, c'est assez caricatural et c'est une représentation qui ne marche pas très bien. Et on voit d'ailleurs que dans cette saison 4, à part, comme vous l'avez dit, le Sigtrygr de l'Irlandais, là, le viking irlandais, il y a moins de vikings. Mais ça, c'est assez logique, c'est parce qu'il y a moins de conflits tout simplement entre vikings et saxons sous le règne d'Édouard, grâce à la politique efficace d'Édouard et donc de sa sœur Éthelflaed. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette mosaïque de peuples qui compose l'Angleterre, j'allais dire, de ce début du Moyen-Âge, c'est que l'on voit dans la série d'autres peuples qui sont des peuples de ces îles. Alors, on parle de Bretons dans la saison 1, et puis on voit dans la saison 4 un autre peuple, tout habillé de rouge, avec une langue différente, ce sont les Gallois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux, sur ces peuples-là ? Alors, oui, pour les Bretons, tout d'abord, en particulier dans la saison 1 avec le roi de Cornouailles, c'est assez difficile parce que à cerner, parce que c'est breton ou briton c'est en tout cas la croyance médiévale, mais c'est très difficile de savoir en réalité, seraient les descendants des habitants antiques de l'île. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu des migrations probablement en provenance de la Germanie au 5e siècle, mais il y avait déjà des populations sur place sur les îles britanniques. Et donc, les Britons seraient les descendants de ces gens qui auraient été en quelque sorte plus ou moins colonisés, en exagérant, par les populations venues du nord de l'Allemagne. Et donc, ils sont vraiment montrés dans la série comme des pouilleux à moitié païens et polygames. Et alors, c'est assez drôle parce que ça correspond en fait à la vision que les sources médiévales ont d'eux. Par exemple, il y a un historien franc du 9e siècle qui s'appelle Hermold de Noir, qui décrit les Bretons. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes, c'est ceux de Bretagne, mais les populations médiévales pensent qu'il y a un lien entre ces populations de Bretagne française, de Bretagne actuelle, et de Grande-Bretagne. Et donc, Hermold de Noir décrit les Bretons comme des espèces de sauvages à moitié christianisés qui ont des mœurs sexuelles absolument horribles. Et c'est ce qu'on voit finalement dans la saison 1 avec ces Bretons. Pardon. Et il y a un clin d'œil aussi, c'est le moine Acer qui se rend à la cour du roi Alfred dans la saison 1. Alors, Acer, c'est le biographe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le biographe du roi Alfred, celui qui a écrit sa vie, une des principales sources avec la chronique anglo-saxonne du règne d'Alfred. Donc lui, effectivement, il venait du pays de Galles. Et donc, on voit, comme vous l'avez dit, ces Gallois dans la saison 4. Alors, j'ai pas du tout compris pourquoi ils étaient tous en rouge. J'imagine que c'est pour les différencier des autres peuples. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas de lien historique. Il me semble que c'est assez étrange. Et eux aussi, ils sont montrés comme des espèces de sauvages, mais je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Encore une fois, la saison 4 est assez étrange. Et en plus, ils sont dans une espèce de palais. Alors là, qui, pour le coup, est un énorme palais en pierre, beaucoup moins réaliste que les burgs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, ces autres peuples, autant les Bretons, ça reste assez drôle puisque c'est un clin d'œil aux sources de l'époque, autant la représentation des Gallois est tout à fait caricaturale et pas forcément très intéressante. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aborde un autre aspect qui est important, à mon avis, quand on regarde la série, peut-être moins historiquement, donc ça, vous allez nous éclairer, c'est les femmes. Ce sont les femmes que l'on voit qui sont très nombreuses. À la fois, on va le voir avec Brida, qui est une femme combattante dans le rang des Danois, et aussi d'autres femmes qu'il y a sur les saisons. Alors, je pense à la sœur d'Édouard, je pense à la mère d'Édouard, par exemple, aux différentes femmes qui ont aimé Uhtred. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la place des femmes dans la série The Last Kingdom? Alors, c'est là où il me semble, à pas mal de points, on s'éloigne de la réalité historique, mais ce qui n'est pas forcément gênant, puisqu'on s'adresse à un public contemporain. Et il y a beaucoup de choses qui restent quand même à commenter et qui sont finalement parfois réalistes. Notamment, pour commencer, sur les guerrières vikings. Alors ça, c'est un mythe qui a nourri de nombreuses pages. On voit donc Brida, l'amante d'Uhtred, puis la compagne de son frère Ragnar, combattre et mener des hommes au combat, sans que cela ne semble poser de problème particulier aux autres combattants vikings. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a de gros débats à ce sujet chez les historiens, parce que pendant longtemps, on a cru que ces guerrières vikings n'étaient qu'un mythe. C'est basé sur des a priori qui sont complètement sexistes. On se disait, les historiens du XXe siècle se disaient, mais non, mais c'est des femmes, elles ne peuvent pas combattre. Pourquoi ? Parce que c'est des femmes. Il n'y a pas de raisonnement qui va beaucoup plus loin que ça.
Mais en fait, beaucoup plus récemment, au début du XXIe siècle, des analyses archéologiques ont montré que des femmes ont été enterrées avec des épées. Alors, avant, quand on trouvait une épée dans une tombe, on disait il y a une épée, donc c'est un homme. Et il y a des bijoux, donc c'est une femme. Et en fait, l'intérêt des analyses ADN qu'on fait actuellement, c'est de montrer que c'était vraiment pas toujours le cas et que parfois, les squelettes enterrés avec des épées étaient des femmes et les squelettes enterrés avec des bijoux étaient des hommes. Alors, cependant, être enterré avec une épée, ça ne veut pas forcément dire qu'on a combattu. On ne sait pas exactement si c'est quelque chose si c'est un outil de prestige, de parade, ou si c'est une épée qui a vraiment été utilisée au combat. Et donc, l'histoire du genre est en plein renouvellement sur ces questions. Et il semble bien, et je reviens donc à la série, qu'il y ait eu des femmes guerrières chez les Vikings, et pas seulement dans la littérature et dans les mythes. Donc, la figure de Brigda, finalement, elle est assez crédible. Bon, sauf quand elle se bat enceinte dans la saison 4, ce qui n'a aucun sens pour plein de raisons. D'autant que finalement, elle est seule. Il n'y avait probablement pas d'escadron de guerrières vikings, ça c'est sûr, mais peut-être bien des guerrières assez isolées, et ça ne devait pas poser vraiment plus de problèmes que ça aux populations danoises de l'époque. Oui, justement, si on voit la série Viking, par exemple, on voit très bien aussi qu'il y a des femmes guerrières ponctuellement qui sont là et qui ne semblent pas poser véritablement, comme vous dites, de problème de combat. Alors par contre, moi, j'aurais une autre question sur les femmes combattantes. Si on passe ce coup-ci du côté saxon, on est peut-être surpris. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la bataille de Tettenholm, par exemple, de voir Ethelflaed se battre à la tête de ses troupes, ou de voir la nonne Hilde aussi être une brillante guerrière. Alors, est-ce que là aussi, c'est avéré ou c'est des libertés fictionnelles de la part des showrunners? Alors, il y a deux choses. Il y a Hilde d'un côté et Ethelflaed de l'autre. Donc, je vais commencer par Hilde parce que c'est plus rapide. C'est une nonne donc, qui sort du monastère pour combattre après avoir été violée par des Vikings. Et ça, c'est assez irréaliste. Les nonnes de cette époque, bon, déjà, elles n'étaient pas totalement prisonnières des monastères comme plus tard. Il n'y a pas de clôture vraiment fermée. Elles peuvent en sortir, elles peuvent rester mêlées au monde, mais elles ne combattent pas, a priori. Et par ailleurs, Hilde n'est jamais voilée, alors que les nonnes et les autres femmes aussi, en réalité, à cette période, le sont. Donc, Hilde, c'est une représentation assez fantaisiste qui est très proche de, finalement, nous, la manière dont on veut représenter les femmes, mais qui ne correspond pas trop à ce qui se faisait à l'époque. En revanche, l'autre personnage féminin qui combat, comme vous l'avez dit, c'est Ethelflaed. Et là, par contre, c'est quelque chose qui est parfaitement avéré et qui est très intéressant. C'est un personnage historique vraiment fascinant, Ethelflaed. Donc, c'est la fille du roi Alfred qu'on voit à partir de la saison 2. Alors, bien évidemment, dans son intrigue, il y a des choses qui sont totalement farfelues. Sa capture et son aventure avec un chef danois, l'amour impossible donc, entre l'otage et le ravisseur, ça c'est un classique narratif. Et bien évidemment, toute son histoire d'amour avec Uhtred, ça c'est complètement inventé. En revanche, Ethelflaed a eu un rôle politique très important et qui est assez bien représenté, à part dans la saison 4, toujours, puisque dès son mariage avec son époux Ethelred, elle a eu un rôle politique à ses côtés et elle menait probablement des troupes déjà du vivant de son mari. Et après la mort de son mari, elle mène effectivement des troupes au combat. La chronique anglo-saxonne la représente mener elle-même des troupes au combat. Elle fait ériger des fortifications en lien avec son frère. Ils ont une politique de fortification qui est très intéressante puisqu'ils collaborent tous les deux, chacun dans un royaume, pour protéger la Mercie et le Wessex de la part des Vikings. Et on l'appelle la Dame des Merciens. Un titre auquel il est déjà fait allusion dans la saison 3, même si elle ne prend en fait qu'après la mort de son mari. Et alors, au début de la saison 4, on voit effectivement sa campagne de fortification, mais ce qui me semble dommage, c'est qu'une grosse partie de la saison 4 tourne autour de sa prise de pouvoir, qui se fait bien évidemment avec l'aide d'Uhtred. Et en fait, on la voit complètement à la merci d'Uhtred, et si elle devient seigneuresse de Mercie dans la saison, c'est complètement grâce à Uhtred qui a eu cette idée brillante de la mettre sur le trône, alors que c'est lui qu'on avait voulu choisir. Alors qu'en réalité, et c'est quelque chose qui aurait pu être montré, parce que ça correspond d'autant plus à nous, la manière dont on veut représenter les femmes, en réalité, la prise de pouvoir d'Ethelflaed après la mort de son mari semble n'avoir posé aucun problème particulier. Il n'y a pas de lutte intestine apparente, pas plus au sein de la Mercie qu'avec son frère. Et en fait, elle a été reconnue comme l'héritière de son mari, sans aucun problème à la mort de son mari. Et c'est encore plus intéressant puisque la fille d'Ethelflaed, Elfwine, qu'on voit dans la série, succédera ensuite à sa mère. Donc il n'y a vraiment aucune contestation du pouvoir de ces femmes. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir montré finalement que oui, le pouvoir au féminin est considéré comme quelque chose qui est, sinon normal, du moins toléré dans l'Angleterre médiévale.
Et là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est à Uhtred que revient la palme qui est en fait le héros de cette histoire. Et donc, tout ce qui concerne la fille d'Ethelflaed, Elfwine, et la fuite d'Elfwine avec la fuite du fils bâtard d'Édouard, bon, tout ça, c'est aussi inventé dans la saison 4, mais ça n'a pas de grand intérêt. Donc voilà, donc ce personnage d'Ethelflaed, oui, peut mener des troupes au combat. Alors justement, autre femme qui aurait peut-être un rôle qui serait un rôle plus en rapport avec nos idées que l'on a préconçues, certes, sur le Moyen-Âge, je pensais, c'est à la mère justement d'Édouard et d'Ethelflaed, c'est Elswith, la femme d'Alfred, que l'on voit prendre une place grandissante avec son mari, bien sûr, dans les 2 premières saisons, mais surtout, j'allais dire, à la saison 3 quand il est malade et à la saison 4. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage-là ? Alors, c'est un personnage assez effacé dans les sources, mais pour une raison qui n'a rien à voir avec son action ou son absence d'action. C'est parce que les reines de Wessex ne sont pas très puissantes à cette époque. C'est une volonté des rois de Wessex de ne pas donner trop de place à leurs femmes. Mais son rôle de conseillère de l'ombre, en quelque sorte, de son mari, et sa tentative d'influencer la politique de son fils au moment de la mort de son mari, c'est en fait tout à fait conforme à ce qu'on attend d'une reine de cette époque, qui doit ne pas occuper le devant de la scène, mais doit avoir un rôle de conseil, d'assistance et de soutien auprès des hommes de sa famille. Le couple qu'elle forme avec Alfred est tout à fait crédible, il me semble, puisqu'on la voit justement ne pas avoir de rôle public, mais ce rôle de soutien et de conseil. Et alors, dans la saison 4, là aussi, il y a une liberté historique, comme avec Ethelwald, il y a des choses qui sont décalées. La saison 4 se passe en gros en 910-911, et en réalité, Elswith meurt au tout début du Xe siècle. Donc, elle ne devrait pas être en vie à ce moment-là si on respectait la réalité historique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sa lutte d'influence avec sa belle-fille, l'épouse du roi Édouard. Et ça, c'est assez représentatif des luttes d'influence de l'époque au moment des changements de règne, puisqu'il y a souvent un conflit, quand la mère du roi est encore vivante, entre la mère du roi, qui a été la reine et qui a été au pouvoir, et la nouvelle reine. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on dit qu'Elflaed, donc l'épouse d'Édouard, est sacrée reine, et Elswith dit « mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté c'est quoi cette nouvelle mode ?» Et en fait, Elswith n'était pas sacrée, puisque comme je l'ai dit, les reines de Wessex n'ont pas de rôle particulier, mais elle commence à avoir un rôle de plus en plus important au Xe siècle. Et alors, le premier sacre attesté de manière sûre, c'est dans les années 970, mais certains historiens et certaines historiennes, notamment Pauline Stafford, pensent qu'Elflaed, donc l'épouse du roi Édouard, était la première reine de Wessex sacrée. Et donc, le sacre, c'est une cérémonie qui rehausse le prestige de la reine et lui donne une fonction propre qui fait qu'elle n'est plus seulement l'épouse du roi. Et donc, c'est assez intéressant de voir en quoi Elswith se sent menacée finalement par ce nouveau personnage féminin, l'épouse de son fils, et aussi par le fait qu'il y a le sacre qui met sa belle-fille dans une position beaucoup plus confortable, beaucoup plus assurée qu'elle-même, et d'autant qu'elle perd son influence auprès de son fils, qui correspond assez bien à la réalité des reines de cette période. Alors, si on vous suit, on voit bien dans l'ensemble, en tout cas, que les femmes, j'allais dire, de premier plan historique, ont une certaine réalité avérée dans la série, j'allais dire, en tout cas, à part quelques aventures, comme vous l'avez dit, par exemple, avec Ethelflaed et Uhtred, qui sont pour les biens de la narration, mais on a d'autres femmes secondaires qui gravitent, j'allais dire, surtout autour d'Uhtred. Alors, celles-ci, peut-être, sont moins avérées, ou en tout cas, les actions qu'on leur prête sont plus fictionnelles. Oui, tout à fait. C'est des personnages qui sont complètement fictionnels, même s'il y a des choses qui restent intéressantes à commenter. Par exemple, sa première femme, Mildred, reste très liée à sa famille, et quand elle est en conflit avec Uhtred, elle retourne dans sa famille. Enfin, on voit que le mariage, par exemple, n'est pas du tout une rupture entre la famille de la femme et la femme qui va se marier ailleurs. Donc, en fait, ces personnages sont fondés sur des réalités historiques qui correspondent à la vie des femmes de cette période, mais tout en restant des personnages tout à fait fictionnels. Donc, si on vous suit, Justine, pour terminer sur cette analyse que vous avez faite pour Histoire en série de The Last Kingdom, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement, vous, quel est votre regard d'historienne sur cette série ? Alors, il était très bon jusqu'à la fin de la saison 3, et la saison 4, je la trouve vraiment beaucoup moins bonne là-dessus. Il me semble que, bon, alors bien sûr, il y a des libertés historiques, c'est une fiction, c'est pas un documentaire, c'est normal, mais que les reconstitutions fouillées et un vrai effort de lecture et de compréhension des sources rendent ces libertés dans les 3 premières saisons finalement vraisemblables et du moins acceptables. Et il y a une connaissance très fine
des sources qui permettent de jouer habilement sur leur silence, notamment à la fin de la saison 3, quand on voit Alfred qui dit à Uhtred qu'il n'est nulle part dans la chronique anglo-saxonne, ce qui est totalement vrai. Il y a tout dans un discours d'Alfred qui montre que ces sources sont construites de manière partisane pour ne relater que des succès. Là, il me semble qu'on voit que les scénaristes ont vraiment connu, savent de quoi ils parlent, qu'ils ont vraiment fait des recherches très très poussées pour la reconstitution. Et c'est donc dans ces 3 premières saisons quelque chose d'assez intéressant. J'ai vraiment eu l'impression de voir une série où il y avait qui était bien documentée en fait historiquement et qui représentait les choses, même si les Danois restent caricaturaux, d'une manière intéressante et qui pouvait correspondre à la réalité historique malgré donc ce côté caricatural. Mais grosse déception pourtant pour la saison 4 qui tombe vraiment dans la caricature et n'a plus cette subtilité que pouvaient avoir les premières saisons. Et il y a un antagonisme qui se met en place entre Wessex et Mercie, et Danois et Saxons, qui est parfaitement anachronique et pas très crédible historiquement. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que historiquement, dans les 3 premières saisons, c'est vraiment quelque chose... il y a de très bonnes reconstitutions, de très bonnes idées, même si parfois on reste un peu dans une vision des Danois un petit peu simpliste. On verra bien peut-être sous une réserve, parce qu'il y aura sans doute une saison 5, vu le cliffhanger qui est à la fin de la saison 4. Donc on verra ce que ça nous réserve en tout cas. Nous étions donc dans l'épisode 22 d'Histoire en série avec Justine Audebrandt qui nous a présenté The Last Kingdom. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, Justine a fourni une bibliographie qui vous permettra d'approfondir si vous êtes fan de cette Angleterre du 9e, 10e siècle. Cette bibliographie sera disponible en même temps que l'émission sur le site nonfiction.fr qui est notre partenaire. Justine Audebrandt, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.